Antoine, donc oui, effectivement, pour situer ma prise de parole, je suis complètement hors dossier. C'est compte tenu de l'actualité éditoriale et du fait que quand même, dans cette tentative alors ça fait plaisir à Jérémy, de passer de comment dire l'affaire Maouda et comment essayer d'instruire le cas Maouda, je vais vraiment essayer de transformer ça en cas à penser pour penser les criminalisations des migrants en Europe. Il y a quand même effectivement des liens entre devoir de mémoire et puis le rapport entre droit, temporalité et vérité. Alors, du coup, moi, je m'étais axée sur cette thématique du séminaire, mais je crois que je vais essayer, je me lance, je vais essayer d'improviser un peu plus et de faire des liens avec les différents exposés qui ont été faits, pour vous présenter un peu par les interstices de cette manière-là le bouquin, si ça vous va. J'essaye. Hein. Alors peut-être, alors quand même, en 2 mots, vous rappelez l'affaire en question, pour ceux et celles qui ne l'auraient plus en souvenir. Donc un triste anniversaire approche, et dans la nuit du 17 au 18 mai 2018, la petite Maouda Chaouri, qui avait donc une petite fille d'origine kurde, qui avait 2 ans, qui traversait la Belgique dans une camionnette avec ses parents et son frère et une trentaine de migrants, donc une camionnette bien remplie, parce qu'on va parler par la suite de course-poursuite, ce qui semble assez impossible, donc, est décédée d'un tir par balle, puisqu'un policier a tiré sur la camionnette pour arrêter, et la balle a tué la petite fille. Alors tout ça a été présenté comme, tout a été fait pour rendre ce cas impensable et le présenter comme une bavure policière, sauf que ça a eu lieu dans le cadre d'opérations policières qui s'appellent les plans Médusa, qui avaient été mis en place sous le gouvernement Michel à l'instigation de la NVA et de Theo Franken, qui était à l'époque secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Plan qui avait pour fonction, en fait, de faire le sale boulot pour l'Angleterre, disons-le comme ça, c'est-à-dire d'intercepter les migrants en situation irrégulière qui traversaient la Belgique pour se rendre en Angleterre. Il y avait eu des accords entre la première ministre Theresa May à l'époque. Et donc, si vous voulez, la manière dont la police, la magistrature, la presse, les politiciens se sont positionnés dans cette affaire m'a choquée. Voilà, il y a une espèce d'indignation, il y a quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience, qu'une sorte de ligne rouge invisible avait été franchie. Alors, en matière de criminalisation des personnes migrantes, et là, le récent pacte sur les migrations de l'Europe, pour ceux qui en douteraient encore, en rajoutant encore une couche, mais surtout, c'est ça qui m'a un peu qui m'a titillé, si vous voulez, de l'acceptation tacite par finalement un grand nombre de concitoyens. C'est-à-dire, encore là, je le thématise rapidement, quand je présente ce bouquin et ce cas, il y a quand même encore plein de gens qui ne sont pas du tout étiquetés, racistes, des gens qui me disent « Oui, mais tout de même, il ne s'était pas arrêté. » Donc, sous-entendu, le délit de fuite, légitime, qu'on tire dessus. Et alors ça c'est terrible parce qu'il y a une espèce de blackout, les gens bug là-dessus. Et quand on dit non, mais il y a une loi de police qui réglemente très 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 strictement, c'est à Diletta Tatic, c'est Diletta qui m'avait donné ça, et en gros c'est légitime défense ou assimilé. Il n'y a pas d'autre cas. Et ça allait même assez loin, c'est vraiment, même en poursuivant une camionnette qui aurait été remplie de gangsters ayant tous des mitraillettes, il aurait vraiment fallu qu'ils soient visés pour pouvoir tirer. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose d'un enjeu là qui m'a interpellée comme philosophe. Alors c'est aussi un enjeu important, c'était de me dire comment je pouvais aborder ça, pas uniquement comme une citoyenne indignée, mais comme une philosophe. Et par rapport à ça, je dirais que j'ai essayé d'hybrider 3 héritages de pensée. Je dirais une forme de philologie, je viens de l'étude de l'Antiquité grecque, donc forcément il faut travailler sur les textes grecs, et quand on le fait, on se rend compte qu'on est tout à fait dans un autre monde, donc une sorte de philologie critique réélaborée en philologie politique, dans un certain héritage nietzschéen aussi. Je pourrais vous en dire un mot. Le diable se cache toujours dans les détails, donc par exemple, je me suis quand même tapé la lecture du rapport de police du comité P, c'est-à-dire le rapport de police des polices, qui est un rapport, alors c'est extraordinaire parce que c'est dans une langue complète. Alors, juste le titre du rapport est quand même assez... le titre du rapport, c'est « Les problèmes de communication entre les véhicules et les services de dispatching lors d'un incident de tir ». Donc, pas une seule fois, il y a le mot mort, petite fille, décès, c'est un incident de tir. Et il y a, alors c'est important, un choix délibéré de se focaliser sur des problématiques techniques, mais un choix qui est politique, parce qu'il y a un moment où ce choix technique aurait du sens, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a le policier qui est le copilote de celui qui a tiré, qui dit
Le dispatcher nous dit qu'il y avait des migrants et qu'il y avait des enfants, et puis l'autre nie, et puis alors le deuxième policier se rétracte après coup, et comme par hasard, l'enregistrement de cette conversation a disparu. Voilà, donc vous voyez, il y a tout un enjeu sur ce plan-là. Alors un autre élément, peut-être aussi pour vous faire prendre conscience, plutôt pour les juristes, là, et pour voir jusqu'où peut aller la stratégie de l'avocat de la défense. Donc l'avocat de la défense du policier de Maouda a invoqué, moi, ce que j'appelle, ce que Hannah Arendt, a appelé la théorie du petit rouage, qu'on lui a souvent imputée, c'est-à-dire mais qui en fait était la stratégie de l'avocat de Eichmann, et pas du tout ce que Arendt elle-même prétend, à savoir qu'il n'était qu'un petit rouage dans le système, donc en fait, ce pauvre policier est complètement victimisé. Ce qu'il a été aussi, ça qui est assez intéressant, c'est que pour évacuer les responsabilités politiques, tout a été fait aussi pour le mettre en position de bouc émissaire, mais en même temps, puisque la condamnation dont il a écopé, la première condamnation a été uniquement de 1 an avec sursis et 400 € d'amende, et puis que le policier a fait appel, c'est assez extraordinaire, il a fait appel parce que son avocat a demandé purement et simplement l'acquittement, et donc sa peine a été réduite à 10 mois avec sursis, et les frais sont passés aux 50 € réglementaires, des frais, fonctionnement. Mais donc, un point important pour que vous compreniez cette notion de philologie, c'est quand on lit le rapport de police de Comité P, qu'on se rend compte qu'un des arguments principaux de l'avocat de la défense, en fait, fait passer un manuel de formation des policiers pour un autre. C'est-à-dire qu'il existe un manuel de formation générale des policiers qui est conforme à la loi et qui dit qu'effectivement, voilà, il n'est légitime de dégainer qu'en cas de légitime défense. Mais il existe un fascicule spécialisé pour les policiers qui doivent prendre en charge le grand banditisme. Et là-dedans, c'est là qu'il y a cette fameuse phrase qu'il est fortement déconseillé de tirer sur une cible en mouvement. Sous-entendu, si c'est déconseillé, c'est pas interdit. Et alors, le rapport de police du Comité P se dépatouille avec ça, il en parle, mais sans en parler, puis finalement, au bout du compte, il reconnaît quand même que c'est illégal, quoi, que le manuel, il va falloir le changer et le réformer. Mais ce manuel, il y a en même temps pour essayer de diminuer le problème d'un manuel de formation spécialisé qui n'est pas conforme à la loi, il insiste bien sur le fait que ce manuel est confidentiel, qu'il y a eu des problèmes dans la transmission, donc sous-entendu, à mon sens, le policier, qui était un policier plutôt lambda et pas du tout spécialisé dans le grand banditisme, qui a pris en charge la camionnette, ne pouvait pas en avoir connaissance. Donc lui, sa formation, il a simplement intimé qu'il n'avait pas à tirer. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment, mais il faut vraiment lire les, je ne sais pas combien, 50 pages du rapport et passer d'un plan à un autre pour un peu remettre ensemble toutes les pièces du puzzle. Les deux autres auteurs qui pour moi sont extrêmement importants, c'est Hannah Arendt et Cornelius Castoriadis, c'est-à-dire la manière dont les exercices de pensée politique d'Hannah Arendt et la manière dont elle a tenté de penser le totalitarisme. Ben justement, comme en tentant de cerner des traits généraux qui pourraient faire qu'on peut parler de totalitarisme et qu'on arriverait à une généralité qui couvre aussi bien le cas du stalinisme que le cas du nazisme, mais en même temps en allant très loin dans la compréhension du détail du terrain. Et Cornelius Castoriadis, me semble-t-il, a fait des analyses assez analogues, mais avec l'idée que la mission du philosophe dans ce contexte-là, je cite parce que c'est très important pour moi, d'accompagner la transformation sociale-historique en cours en tentant de l'élucider. Et par rapport à la posture, pour revenir à ce que vous avez répondu à une des questions et de l'importance du positionnement méthodologique décolonial, je pense qu'il y avait des choses intéressantes de se dire, bon, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas encore un reste de mauvaise conscience coloniale à dire peccato, peccato, je suis blanche et je viens d'une société favorisée, excusez-moi, et il y a un vécu qui est incommensurable. Et moi je pose la question, est-ce que justement là ce que vous mettez, mais je trouve intéressant, c'est qu'effectivement une empathie par identification du chercheur est impossible. Mais par contre il y a une empathie par désidentification de l'agresseur qui est possible et qui, pour moi, est la ligne qu'on doit chercher dans une pensée critique. Et là, je me réfère à Jacques Rancière, je cite, dans Au bord du politique, il dit ceci. « La politique, pour ma génération, a reposé sur une identification impossible. Une identification au corps des Algériens battus à mort et jetés dans la Seine par la police française au nom du peuple français en octobre 61.
Nous ne pouvions pas nous identifier à ces Algériens, mais nous pouvions mettre en question notre identification avec le peuple français, entre guillemets, au nom duquel ils avaient été mis à mort. Nous pouvions donc agir comme sujet politique dans l'intervalle ou la faille entre deux identités dont nous ne pouvions assumer aucune. Fin de citation. Et je pense, pour ma part, que c'est dans cette faille-là que j'ai essayé d'inscrire mon travail, c'est-à-dire dans une désidentification, en tout cas dans une problématisation de ma propre nationalité belge, au nom de laquelle, n'est-ce pas, donc ces politiques sont menées. Voilà, ça c'est peut-être une première piste que je voudrais proposer. Alors par rapport à l'exposé qui a été fait sur la commission, je pense que c'est un point important, c'est que là je vais revenir sur de la chronologie pure et simple. C'est en juin 2020, donc au moment où il y a eu la manifestation de soutien à George Floyd, dans le sillage de laquelle ça a été rappelé, cette commission a été instituée. C'est à ce moment-là, il y avait un moment clé du procès Maouda, c'est-à-dire que l'avocate avait demandé la requalification du délit. Parce que, ça c'est quand même aussi un peu important, donc je rappelle, il a été inculpé, et d'ailleurs c'est ce chef d'inculpation qui a été son chef d'accusation, pour homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution. Or, les experts balistiques, alors attendez, j'essaie de retrouver l'expert balistique parce que ça c'est aussi assez joli. L'expert balistique dit ceci: c'est une arme, donc l'arme de service du policier est une arme une arme de ce type avec la force nécessaire à la détente, soit 28 newtons, équivalent à 3 kg, et un déplacement de la gâchette de presque 1 cm a pour vocation d'éviter un tir accidentel. Donc en gros, c'est évidemment impossible de tirer accidentellement, parce que ça a été une des premières stratégies de la défense, c'est de dire que le coup était parti tout seul, alors que vraiment, il y a plein d'opérations à faire avant de pouvoir tirer. Et donc, ce qui est drôle, c'est que l'expert, il dit à la fois que c'est impossible, et à la fois il dit un tir par réflexe ou crispation est possible. Et alors sa conclusion, c'était, je cite, c'est vraiment la quadrature du cercle, le tir accidentel est difficile, mais cela reste une possibilité. Alors, Maître Ben, mais c'est comme ça tout le temps, c'est vraiment bon. Et donc Maître Ben Khalifa, qui est donc l'avocat de la famille Maouda, avait tiré la seule conclusion logiquement valide, je cite, soit il faut retenir l'homicide volontaire, soit requalifier en coup et blessure volontaire sans intention de donner la mort. S'il avait conscience du risque létal, il faut retenir l'homicide volontaire. Si vous estimez qu'il n'avait pas conscience du risque létal, il faut retenir les coups et blessures sans intention de donner la mort. Ce qui a été rejeté. Mais ce qui m'intéresse par rapport à l'exposé de Valérie, non. Oui, c'était ça. C'était Valérie. Oui, c'était Valérie. Et aux questions qui nous interpellent, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que moi, je m'étais dit, mais alors vraiment, avec le contexte, il y a cette mobilisation de masse. Il y a eu, je pense, 10 000 personnes suite à la mort de George Floyd. Alors qu'on était en plein confinement, si vous vous rappelez, on avait l'interdiction de sortir, et puis le bourgmestre avait donné l'autorisation, et Sophie Wilmet lui avait tapé sur les doigts, parce que ils étaient vraiment en désaccord. Je me suis dit, mais l'affaire Maouda le fait que ça a intervenu à ce moment-là, ça va revenir sur le devant de l'actualité, c'est pas possible. Eh bien non. Justement, tout a été dévié, je pense que là les médias ont joué un rôle sur ce que moi j'appelle les cibles symboliques, qui sont les statues. Les statues de Léopold II, alors là, vraiment, on s'est empoigné sur il faut les enlever, il faut pas les enlever, il faut les taguer, il faut pas les taguer. Et moi j'avais envie de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des statues? La question, l'enjeu, c'est les violences policières, c'est de ça qu'il faut demander question à l'institution, et pas de est-ce qu'on enlève, je dis ça, mais pour vous, c'est bien sûr que la question de comment on met ces statues est importante. J'oublie certains interlocuteurs, mais je dirais que, voilà, en termes de collusion de ce qui se passait à ce moment-là, je trouve que le Kairos était plutôt sur le focus des violences policières. Eh bien, rien du tout. Mais donc, si vous voulez, philosophiquement, ça me pose une question. Ça pose question, qui était de se dire, est-ce que l'opinion publique, est-ce qu'en général, on est tellement apathique et que la mobilisation est tellement difficile qu'il faut en passer par une mobilisation pour des symboles, donc des statues, pour pouvoir ensuite se mobiliser pour des êtres humains? Ou bien est-ce que c'est un échappatoire? Est-ce que c'est une fuite? Et puis que ça arrange bien l'État, qu'il y ait tous ces débats sur les statuts, etc. Et comme par hasard, après ça, toute cette commission qui est instituée, etc., avec la carte blanche des historiens qui était sortie, qui disait, bon, en tout cas, en termes d'exaction sous Léopold
sous Léopold II, il y a un consensus historique sur les atrocités qui ont été commises. Il n'y a pas de travail d'historien à faire sur les violences elles-mêmes. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu beaucoup de questions parce qu'on n'en a presque pas parlé dans la presse, quoi, alors que c'était vraiment contemporain. Ça m'a vraiment troublée. Que ce rebondissement dans l'affaire Maouda, cette demande de requalification des faits, ne soit pas relayée quasiment pas dans la presse. Voilà, c'est un point. Alors, peut-être, tu m'arrêtes Antoine aussi, parce que du coup, comme j'ai pas calibré, je passe d'un truc je fais différemment. 5 mois de minutes. Ok, alors un point qui m'intéresse aussi, entre politique et droit, c'est la singularité de la mobilisation citoyenne dans le cas Maouda. C'est-à-dire que c'est quand même une affaire qui a eu lieu en 2018, aujourd'hui on est en 2024, et en fait c'est une mobilisation relais. C'est-à-dire que pour moi il y a eu deux moments, là je suis à Rennes, elle fait la différence entre deux manières de commencer une action, elle se réfère au terme grec et au terme latin, peu importe, mais il y a l'idée qu'il y a des gens qui peuvent impulser une action, même de manière solitaire, et puis il y a d'autres qui peuvent reprendre. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, il y a un double commencement, il y a un commencement collectif anonyme qui est d'abord la manifestation des personnes illégales elles-mêmes qui ont directement bloqué l'autoroute, et puis il y a eu la marche blanche qui a accompagné les funérailles de Maouda, 1 millier de personnes. À la suite duquel il y a toute une série d'initiatives, comme un comité citoyen qui a demandé justice et vérité pour Maouda. Mais alors il y a aussi un commencement individuel, qui est la contre-enquête du journaliste Michel Bouffiou, qui faisait vraiment contrepoids absolument nécessaire à la presse, puisque ça aussi, si ça vous intéresse, je décortique ça dans le bouquin, mais on a lu des choses dans la presse, mais hallucinantes. Le problème est que ces choses hallucinantes, comme la thèse de l'enfant bouclier ou la thèse de l'enfant bélier, à savoir que Maouda serait morte parce que ses parents auraient tenté de briser la fenêtre avec sa tête, thèse de l'enfant bouclier, ou thèse de l'enfant bélier parce qu'elle aurait été brandie à la fenêtre en termes de protection. Ça, c'est dans le soir, c'est le soir. C'est pas des journalistes, c'est pas des journaux d'extrême droite. Et c'est quand même la thèse qui a été reprise, la thèse par le substitut du procureur du roi au début. Ça, c'est aussi du parquet de Mons. C'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que sa première prise de parole, puisque ça s'est passé à Mons, c'est pour dire: je ne peux rien dire, on attend l'expertise balistique, mais une chose est sûre, il y a une seule chose qui est sûre, c'est que le tir par balle peut être exclu. Donc de nouveau, vous voyez les contradictions performatives permanentes. Comment est-ce qu'on peut exclure le tir par balle alors que l'expertise n'a pas encore eu lieu, enfin, voilà. Et puis après ça, il a dû se rétracter, enfin. Je passe les détails. Mais donc cette mobilisation, ce qui est intéressant, c'est que donc elle s'étend sur une durée. Donc il y a quand même... Alors qu'en général, justement, le problème de tous les mouvements citoyens, c'est ce qu'on appelle leur épuisement, c'est qu'il y a un grand élan au début, et puis voilà. Donc là, la forme relais, je trouve, permet quelque chose, et un relais dans un commun sentiment que il faut faire devoir de mémoire. Et alors je le dis philosophiquement de nouveau avec Hannah Arendt, il faut travailler à maintenir le sens vivant. Alors je la cite par 2 fois, mais ça je pense c'est très important. Le sens d'une action n'est révélé que lorsque l'agir lui-même a pris fin et est devenu histoire racontable. Dans la mesure où une quelconque maîtrise du passé est possible, elle consiste dans la relation de ce qui est arrivé. Mais une telle relation qui fait histoire, ça c'est important, ne résout aucun problème, ne soulage aucune souffrance, elle ne maîtrise rien de façon définitive par rapport à la question de la mémoire vive aussi. Ou plutôt, tant que le sens de ce qui advient demeure vivant, il incite à une narration toujours renouvelée. Et là, je pense que c'est ça qui nous dit que l'affaire Maouda n'était pas un fait divers, c'est cette narration renouvelée, puisqu'il y a eu 2 pièces de théâtre, un film, un documentaire dans une installation. Voilà, il y a toute une série d'artistes, une bande dessinée qui est sortie en même temps qu'on lit. On a fait une présentation croisée de Manus Cordia. Il y a quelque chose qui nous montre que le sens demeure vivant dans ces narrations renouvelées. Et alors, c'est sans doute le mot de la fin, là, je pense. Alors, ça va, tu veux encore... Non. Non, mais je voulais peut-être répondre au... Non, j'ai rien qui me vient comme mot de la fin directement comme ça. Mais... je suis désolée, j'ai risqué quelque chose. Non, peut-être. Non. Voilà, je m'arrête là. Excusez-moi. Lisez mon livre. Oui.
J'espère, en vous ayant... J'espère... Non, normalement, j'espère que je n'ai pas à le dire. Que ça vous donne envie de le dire. Mais voilà, non. Mais disons, peut-être, l'enjeu était celui-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis vraiment plongée dans des méandres, aussi bien de discours, de manuels techniques policiers, que de textes de loi, mais vraiment avec... cette idée qu'il s'agissait de à la fois penser et raconter. Peut-être c'est et je tente, ça c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut discuter aussi dans les formes. Bon, pour vous les juristes c'est peut-être moins évident directement, mais je tente quelque chose qui est entre passer de littérature à vraiment des analyses analytiques très très serrées, mais des parties qui peuvent être plus littéraires aussi. Et ah oui, peut-être le mot de la fin je l'ai. Par rapport à ce que ça m'a frappé ce que disait Valérie, c'était de se dire. Il y avait une phrase qui était très bonne, elle m'a dit il fallait trouver un dispositif, une institution pour contenir les émotions. Qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? Alors aussi bien de la part des personnes interviewées que visiblement de la part des gens qui étaient, puisqu'elle a mentionné, ça avait l'air important et ça l'est, que plusieurs personnes étaient nées au Congo belge. Eh bien, pour moi c'est extrêmement important que dans un travail philosophique, on n'ait pas peur de mobiliser à la fois et en parallèle, et ça va ensemble, une forme d'émotion et une rationalité critique, parce que trop souvent on les oppose, et justement dans les discours sur les migrants, justement souvent ça dérive dans l'émotion, dans les deux sens d'ailleurs, que ce soit dans le sens appel à la haine, ou que ce soit dans le sens compatissant, ou alors il y a on est dans du larmoyant ou dans de l'aboyant, on va dire ça comme ça. Ou à l'inverse, on est dans du super factuel ou analytique, et surtout, je ne suis pas dans l'émotion, sinon je ne serais pas prise au sérieux, ça n'est pas. Alors moi, en venant des Grecs, comme ça j'ai vraiment ma pointe, en venant des Grecs où vraiment l'affectivité est toujours pensée comme le fondement de la rationalité, en réalité, je vais terminer avec cette phrase extraordinaire de l'Antigone de Sophocle, c'est celle qui nous parle des passions qui instituent les lois dans les cités. Ce sont des passions, et même plus précisément des pulsions, qui sont à la racine de l'institution des lois dans les cités. C'est une phrase énigme que je n'arrête pas de méditer, parce qu'elle est d'une profondeur insondable, et je crois que on peut aller dans quelque chose d'extrêmement analytique et réflexif en restant ancré dans l'affectif. Mais c'est toujours un équilibre délicat. Mais je crois que dans la recherche actuelle, et justement par la sensibilisation aux questions décoloniales, aux questions de genre, etc., je pense que c'est un moment théorique important pour reposer ces questions, pour les repartager. Merci beaucoup, Sophie.